Dassault. Dassault. C'est l'un des plus grands empires industriels de notre pays. Un empire construit au cœur même de la République française qui s'étend des champs de bataille au salon doré du pouvoir. Dassault, c'est des avions de combat légendaires, une industrie de pointe et même des médias. Mais derrière cet empire absolument tentaculaire se cachent des zones d'ombre, des affaires de corruption qui ont entaché le nom. Demandez à tout Corbeil, votez Dassault, vous aurez de l'argent. Et surtout des héritiers qui se déchirent par le pouvoir et l'argent. Leur histoire a commencé avec un homme discret, un homme envoyé par les nazis dans les camps de la mort. Mais cet homme a survécu, et à son retour, il commencera à bâtir un empire. Il deviendra l'armateur des grandes armées du monde. Ses créations, des prédateurs d'acier taillés pour fendre le ciel à la vitesse du son et qui peuvent assurer la victoire à celui qui les possède. Ingénieur visionnaire, député influent et chef rusé, il a créé une dynastie moderne dont l'héritage les place parmi les plus riches de notre pays. Laissez-moi vous conter l'histoire incroyable de la famille Dassault. Bonjour, je suis Mounir, le fondateur de Finari. Finari, c'est une chaîne YouTube où on vous aide à prendre le contrôle de vos finances et à développer votre patrimoine. D'ailleurs, vous êtes encore 64% à regarder nos vidéos sans être abonné. L'abonnement, ça nous motive à produire encore plus de contenu de qualité, alors je compte sur vous pour vous abonner. Finari, c'est aussi une application que j'ai créée pour vous aider à faire fructifier votre argent et à atteindre vos objectifs. Vous pouvez centraliser le suivi de vos comptes bancaires, de vos placements financiers, de votre immobilier et même de votre crypto. Grâce à Finari, vous allez aussi pouvoir scanner vos dépenses et détecter vos frais qui sont inutiles, des abonnements inutilisés ou encore analyser votre stratégie. Enfin, vous pouvez aussi investir directement sur la plateforme. Alors si vous voulez passer à l'action sur vos finances, inscrivez-vous sur finari.com ou téléchargez l'app dès maintenant. Tout commence en 1892 avec la naissance d'un petit garçon. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'appelle pas Dassault, mais Marcel Bloch. Marcel naît à Paris dans une famille juive de la bourgeoisie libérale. Son père rêve de le voir médecin ou avocat, une carrière sérieuse et stable. Mais dès son plus jeune âge, Marcel se distingue. Curieux et fasciné par les machines, il se passionne pour les technologies comme l'électricité ou encore la mécanique. À l'âge de 17 ans, Marcel vit un événement marquant. Le 25 juillet 1909, le célèbre aviateur Louis Blériot traverse la Manche en avion. Cet exploit fait ressentir à Marcel un appel irrésistible. L'aviation apparaît comme une évidence. Mais à l'époque, ce domaine est vu comme un hobby d'aristocrate farfelu. L'aviation est moquée, beaucoup pensent que cela ne mènera à rien, que c'est simplement une mode passagère. Mais Marcel, lui, y croit. Il commence alors par des études d'électricité, puis s'inscrit à l'école supérieure d'aéronautique. Mais le 3 août 1914, tout bascule. La Première Guerre mondiale débute et la France entre dans le conflit. C'est un choc. L'aviation, jusque-là innocente, devient une arme stratégique. Les militaires réalisent très vite son potentiel. Les avions, ces armes venues du ciel, sèment la terreur dans les tranchées. À l'âge de 22 ans, Marcel Bloch est mobilisé comme ingénieur. Sur le front, il écoute attentivement les récits des pilotes revenant des combats. Ces pilotes lui parlent d'un problème majeur, les hélices. Elles sont peu performantes et pas adaptées au combat. Alors, Marcel décide d'agir. Jour et nuit, il travaille sur une nouvelle hélice plus moderne. Sculptée dans le bois, elle est optimisée pour la propulsion. C'est l'aboutissement de plusieurs semaines de travail acharné. Il la baptise Éclair. L'armée teste son hélice parmi d'autres modèles et c'est celle de Marcel qui est retenue. Grâce à cette reconnaissance, l'armée décide de commander 50 exemplaires de l'Éclair. Ces hélices équipent notamment les avions de l'as de l'aviation française, Georges Guynemer. Pour Marcel, c'est une confirmation. Il est sur la bonne voie. En 1917, il fonde avec 2 camarades de promo la Société d'études aéronautiques, la SEA. Leur ambition est claire. Fini de seulement créer les pièces, ils vont concevoir leurs propres avions. Marcel a seulement 25 ans, il dessine déjà son premier avion. À l'époque, l'État français a désespérément besoin d'appareils afin de soutenir son effort de guerre. Il décide de commander 1000 exemplaires à livrer d'urgence. Mais le 11 novembre 1918, c'est l'armistice. Ce jour-là, les premiers avions sortent à peine des ateliers de la SEA. Toutes les commandes sont alors annulées. L'heure n'est plus à l'armement. La guerre est terminée et avec elle, la carrière du premier avion de Marcel Bloch.
La paix redonne à la France l'espoir d'un avenir prospère, mais pour Marcel, c'est aussi une période de remise en question. Face à cette nouvelle réalité, il se réinvente. Marcel se tourne vers l'immobilier, un secteur en pleine ébullition, dans le Paris des années 20, qui doit se reconstruire. Il fait équipe avec un ébéniste, Hirsch Minkes, son ancien partenaire qui fabriquait autrefois les hélices de ses avions. Ensemble, ils commencent à acheter et revendre des terrains. Rapidement, cette collaboration porte ses fruits et Marcel amasse une petite fortune. Grâce à cela, il accède à une vie aisée, se marie avec la fille de l'ébéniste et le couple aura 2 enfants, Serge et Claude. Mais malgré son succès matériel, quelque chose manque dans la vie de Marcel. L'aviation reste dans un coin de son esprit. Pendant une décennie, Marcel reste à jour et observe les progrès technologiques dans son secteur de cœur, l'aéronautique. Mais en 1928, quelque chose commence à changer. Le frère de Marcel, officier à l'état-major, l'informe que les tensions internationales pourraient relancer l'aviation. Peu de temps après, le ministère de l'Air est créé. Marcel, dont les succès pendant la Première Guerre mondiale sont encore dans les mémoires, décide de se relancer dans la partie. Il publie des petites annonces afin de recruter 2 ingénieurs et relance son activité dans un petit atelier. Les premiers prototypes qu'il conçoivent rencontrent immédiatement un petit succès. Les commandes affluent et Marcel doit rapidement transférer ses activités à une usine plus grande, située à Courbevoie. C'est le début d'une nouvelle ère et au fil des années 30, Marcel Bloch devient une figure majeure de l'aéronautique française. Les tensions géopolitiques s'accentuent et la Deuxième Guerre mondiale se rapproche. Marcel Bloch ne se contente pas d'observer, il agit. Conscient de l'infériorité de la flotte aérienne française face à celle des Allemands, il plaide afin d'augmenter la production. Lorsque les Français produisent 40 appareils par mois, les Allemands, eux, en produisent plus de 300. En 3 ans, les effectifs des usines de Marcel quadruplent. Les commandes affluent et son influence grandit. Mais un événement majeur va soudainement remettre en question tous ses plans. En 1936, la gauche au pouvoir amorce une vague de nationalisation. Pour leur leader, Léon Blum, un secteur aussi stratégique que l'aviation militaire ne peut rester entre des mains privées. Plutôt que de s'opposer frontalement, Marcel négocie habilement. Il se dit prêt à accepter la nationalisation, mais à une condition, garder les rênes de son entreprise. Son sens du compromis va payer. Grâce à un accord avec le Front populaire, il reste le patron de sa société malgré sa nationalisation. En parallèle, les tensions internationales, elles, continuent d'augmenter. Les besoins d'avions sont énormes et les projets se multiplient. Marcel, absorbé par la conception de ces nouveaux prototypes, ne prend jamais de vacances. Son travail devient son obsession, sa priorité absolue. Côté politique, Marcel soutient les revendications du Front populaire et innove en offrant une semaine de congés payés à ses ouvriers. Une première en France. Des employés heureux travaillent mieux, affirme-t-il. En moins de 10 ans, Marcel Bloch passe d'homme d'affaires prospère à un industriel incontournable dans le paysage français. Mais à l'horizon, les nuages de la guerre s'assombrissent. Marcel le sait, l'Europe se prépare à un nouveau conflit et l'aviation jouera un rôle décisif. Dès 1939, les pires craintes se réalisent et l'Europe sombre dans la guerre. L'attaque éclair de l'Allemagne, le Blitzkrieg, écrase la France en seulement 5 semaines. Le 15 juin 1940, les Allemands entrent triomphalement dans Paris. C'est un choc pour les Français. Sous l'occupation, Marcel devient une cible de choix. En tant qu'industriel influent et juif, il est dans la ligne de mire du régime de Vichy. Accusé de ne pas produire assez d'avions, Marcel est arrêté plusieurs fois. Chaque libération est temporaire et Marcel sent que l'étau se resserre. En 1942, il est arrêté une dernière fois. En détention, les nazis tentent de le convaincre de travailler pour eux. Ils lui proposent des postes prestigieux à la tête de leurs usines. Mais Marcel, patriote convaincu, refuse catégoriquement. Ce choix courageux entraîne des conséquences terribles pour lui. Le 6 juin 1944, les forces alliées débarquent sur les plages de Normandie. Alors que la France commence à être libérée, Marcel, lui, est transféré au camp de Buchenwald, dans le dernier convoi avant que Paris soit libéré. Au camp, Marcel porte l'étoile rouge des déportés politiques, car les Allemands espèrent encore le faire plier. Affaibli par la dysenterie, Marcel parvient à se faire envoyer à l'infirmerie du camp. C'est ce qui va lui permettre d'échapper aux nazis. Sa famille, qui vit dans une France libérée, est plongée dans l'angoisse. Sans nouvelles de Marcel, elle redoute le pire. En 1945, les troupes américaines libèrent Buchenwald. Peu après, la famille Bloch reçoit un coup de téléphone. Marcel est vivant. Marcel a échappé aux pires atrocités des nazis et ce retour marquera un tournant dans sa vie.
Ses arrestations, sa déportation à Buchenwald et les horreurs qu'il a traversées laissent en Marcel une empreinte indélébile. Il se répète « plus jamais ça ». Pour tourner la page, il reconstruit tout, sa vie, son empire et même son identité. Il décide donc de changer de nom et pour cela il s'inspire du pseudonyme de son frère pendant la résistance, char d'assaut. Il y ajoute un L, symbole de l'aile d'avion. C'est ainsi que Marcel Bloch, homme brisé par Buchenwald, laisse place à Marcel Dassault, futur symbole de la réussite à la française. Avec ce nouveau départ, Marcel se dédie à la reconstruction de l'industrie aéronautique française. Son refus de collaborer avec les nazis lui ouvre les portes du gouvernement provisoire de De Gaulle. Ce dernier voit en lui un homme intègre et patriote. Et Marcel comprend vite que son avenir dépend des commandes publiques et que la survie de son entreprise passe par des bonnes relations avec l'État. C'est ainsi qu'il perfectionne l'art des relations politiques, n'hésitant pas à se rendre à Matignon, le siège du Premier ministre. Enveloppe sous le bras, il s'assure du soutien de l'État et ira même jusqu'à se lancer lui-même en politique. Il sera d'abord maire, puis député de l'Oise pendant plus de 30 ans. En parallèle, Marcel multiplie les succès techniques avec des avions emblématiques comme l'Ouragan, le premier avion à réaction européen. On peut aussi citer le Mystère 4, le premier avion européen à franchir le mur du son. Et lorsque la France décide de se doter de l'arme atomique, Marcel est au cœur du dispositif. Il devient le bras armé de l'État. C'est lui qui construit avec ses ingénieurs du Mirage 4 l'avion destiné à transporter la bombe. Cet appareil devient un symbole de la souveraineté française et incarne son savoir-faire technologique. Dassault est devenu un nom. Au fil des années, les ventes de Dassault suivent les orientations politiques étrangères françaises. Quand Paris devient l'allié d'Israël, Marcel équipe l'aviation de Tsahal avec le Mirage 3. Cet avion sera utilisé lors de la guerre des 6 jours en 1967. Son Mirage détruira près de 90% de l'aviation arabe, le consacrant comme une référence internationale. Mais quelques années plus tard, les relations françaises évoluent. Lorsque De Gaulle rééquilibre sa politique en faveur des pays arabes, Dassault commence à vendre des Mirages à ces nations. Si bien que pendant la guerre du Kippour, en 1973, des Mirages israéliens affrontent d'autres Mirages de la coalition arabe. Afin d'éviter toute confusion, les Israéliens peignent de grands triangles orange sur les leurs. 2 ennemis sur terre, mais un seul maître des ciels, Dassault. Dans les années 1960, Marcel cherche à diversifier ses revenus avec de l'aviation civile. Il veut moins dépendre des commandes de l'État. Ce nouveau secteur devient sa priorité pour les développements et il lance le Falcon, des jets privés. Le succès est éclatant et notamment aux États-Unis où Panam commande 120 appareils. En parallèle, Marcel investit dans les logiciels 3D et l'informatique avec Dassault Systèmes. Ce projet est piloté par son fidèle bras droit, Charles Edelstein. Expert comptable de formation, ce dernier est devenu l'homme de confiance de Marcel. C'est lui qui a eu l'idée d'utiliser l'informatique afin de révolutionner la conception aéronautique qui se faisait jusqu'à là sur des plans papier. Est-ce que c'est facile de dessiner un avion à notre époque ? C'est facile grâce à l'ordinateur, autrement c'est très difficile et très long. Il se lance aussi dans les médias avec l'achat du journal Jour de France et même dans le cinéma avec la production de films comme La Grande Vadrouille ou La Boum. Dans ces années de prospérité, tout semble sourire à Marcel Dassault. Il se fait même construire un petit Trianon inspiré du château de Versailles. Mais son succès attire aussi les convoitises et les menaces. Un soir, alors que Marcel et sa femme rentraient chez eux, leur chauffeur s'arrête devant leur domicile. Au moment d'ouvrir la portière, Marcel est violemment assommé. Quant à sa femme, elle vient d'être enlevée. Le kidnappeur, un ancien vigile de Jour de France, mécontent de son licenciement, qui exige une rançon en échange de sa libération. L'affaire aurait pu mal tourner, mais elle sera résolue relativement rapidement. Marcel va récupérer sa femme saine et sauve, mais c'est un rappel brutal. Malgré sa fortune et son pouvoir, personne n'est intouchable. Cet incident ne va pas ralentir l'ascension de Marcel. Jusqu'à son dernier souffle en 1986, il reste à la tête de son empire, dirigeant avec autorité et vision Dassault. Ses funérailles se déroulent aux Invalides, ce qui est exceptionnel pour un industriel. Les commentateurs de l'époque comparaient ses funérailles à celles d'un chef d'État. La mort de Marcel Dassault, est-il besoin de le dire, fait mal à notre pays dont il fut l'un des plus grands et des plus prestigieux enfants. C'est pour vous dire le poids de Marcel Dassault dans le paysage français. Lors de cet enterrement historique, tout le monde se pose une question. Est-ce que l'empire Dassault pourra survivre à son fondateur? Pourquoi? Car Marcel a joué un fameux tour à son clan. Il est parti sans désigner l'héritier au trône.
Depuis des années, un doute planait sur l'avenir du groupe. Marcel témoignait très peu d'affection à son fils Serge. Il ne l'avait jamais clairement désigné comme son successeur. Beaucoup, y compris dans son entourage familial, doutaient du fait que Serge hériterait un jour des commandes. Ce dernier en souffrait énormément. Dans la famille, le sujet était tabou. Marcel était un patriarche autoritaire et dans son esprit, il était éternel. Il voyait son fils Serge comme trop gestionnaire et pas assez visionnaire. Peut-être est-ce pour cela qu'il ne lui avait pas confié la couronne. Quoi qu'il en soit, rien n'avait été prévu et chacun va tenter de tirer son épingle du jeu. D'autres prétendants pouvaient revendiquer le trône. En premier lieu, Pierre Bénouville, un ancien résistant et proche de Marcel. On peut également citer Claude Ballif, un dirigeant clé du groupe, mais aussi les petits-enfants de Marcel, notamment Olivier et Laurent Dassault, encore jeunes mais pressentis par certains. Et même l'État, qui était actionnaire de Dassault Systèmes, avait à l'époque son mot à dire dans cette succession. Mais la véritable bataille se jouait au sein du clan Dassault. C'est Madeleine Dassault, la femme de Marcel, qui détient les clés de cette succession. À la mort de son mari, elle hérite d'une part significative du groupe industriel Marcel Dassault, la holding familiale. C'est elle qui, par une décision déterminante, décide de confier à Serge les pleins pouvoirs industriels. À 61 ans passés, Serge prend enfin la tête d'une entreprise fragilisée. Les difficultés s'accumulent et Serge doit faire ses preuves. Il décide alors de se recentrer sur les activités les plus rentables, ce qui lui permet de redresser le groupe. En 30 ans, la valeur de Dassault est multipliée par 10. Le succès est indéniable. Mais Serge ne se contente pas de redresser l'héritage industriel. Il veut aussi perpétuer la tradition politique de son père, député durant 30 ans. Pendant 2 décennies, il va tenter de conquérir la mairie de Corbeil-Essonnes, une ville historiquement communiste. En 1995, il finit par en devenir le maire, mais son parcours est vite entaché par des scandales. Serge est accusé d'avoir acheté des voix afin de s'assurer la victoire. Des histoires d'enveloppes d'argent, de prêts douteux et d'accusations de manipulation politique s'accumulent. Demandez à tout Corbeil. Votez Dassault, vous aurez de l'argent. En 2018, il sera finalement condamné à 5 ans d'inéligibilité et à une amende de plus de 2 millions d'euros. Ces affaires ternissent son image publique, même si elles n'affectent pas directement la stabilité du groupe Dassault. Et au sein de ce groupe, justement, Serge poursuit un projet emblématique et visionnaire initié par son père. Ce défi titanesque, c'est de remplacer un avion unique. Un avion capable de remplacer tous les appareils de l'armée française et de redéfinir l'aviation militaire. Polyvalence, technologie de pointe, souveraineté nationale, cet avion devait incarner l'excellence française. Il se nomme le Rafale. Dans les années 70, plusieurs modèles d'avions de l'armée de l'air se font vieux et la France veut un nouveau modèle capable de tous les remplacer. Un projet européen est un temps envisagé, mais les États n'arrivent pas à se mettre d'accord et le projet finira par tomber à l'eau. La France décide alors de se lancer seule dans la bataille. Ainsi, le Rafale voit le jour sous le nom de code ACX, avion de combat expérimental. Le défi est immense, à la fois sur le plan financier et technique. Dassault parvient à concevoir cet avion exceptionnel. Le Rafale incarne l'excellence aéronautique française avec des performances impressionnantes. Il peut atteindre Mach 1.8, soit 1912 km/h. Niveau altitude, il est capable de voler à plus de 15 km, bien plus haut que les avions de ligne. Il est adapté à toutes les missions, défense aérienne, reconnaissance, frappe air-sol, lutte anti-navire et même dissuasion nucléaire. Le Rafale est un véritable bijou technologique. Mais malgré ses caractéristiques impressionnantes, ses débuts commerciaux sont tout simplement catastrophiques. Dans les années 2000, il essuie une série d'échecs commerciaux face aux F-16 américains et aux Gripen suédois. La France découvre un autre obstacle, la diplomatie américaine. Quand la France s'apprête à signer un contrat, un seul coup de fil du président américain peut faire se rétracter le pays acheteur. Le Rafale, lui, va être moqué. On le dit trop cher et invendable. Mais la situation finit par basculer lorsque le Rafale prouve son efficacité sur le terrain. Déployé sur des zones d'opération comme l'Afghanistan ou la Libye, le Rafale se forge une réputation d'excellence. L'année 2015 marque un tournant. Pour la première fois de l'histoire, un pays étranger commande des appareils et ce sera l'Égypte qui en commande 24. D'autres pays vont suivre, dont le Qatar, l'Inde ou encore l'Indonésie. L'avion, vendu 70 millions d'euros, passe de paria à réel succès commercial. En plus d'être un chef-d'œuvre d'ingénierie, le Rafale est un moteur pour l'économie française. Chaque Rafale représente 2 ans de travail, 300 000 pièces produites par 400 entreprises françaises, 7 000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects. Le Rafale reste un pilier de la défense nationale et évoluera avec des versions modernisées prévues jusqu'en 2060. Mais la France, l'Allemagne et l'Espagne préparent déjà la suite, le SCAF.
un avion de chasse de 6e génération. Le SCAF ne sera pas un simple avion, mais un système ultra moderne. Il intégrera un Combat Cloud qui reliera avions, satellites, forces terrestres et navales pour avoir une excellente connexion entre les différents éléments du champ de bataille. Doté d'une intelligence artificielle, il analysera également en temps réel le champ de bataille. Le 28 mai 2018, Serge Dassault s'éteint à l'âge de 93 ans. Contrairement à son père Marcel, il n'a laissé aucune place à l'incertitude. Dès les années 90, il décide de transmettre la quasi-totalité du capital du groupe à ses petits-enfants, tout en laissant l'usufruit à ses enfants. L'objectif est clair, verrouiller l'héritage et éviter toute dispersion de l'Empire. Un comité des sages veille à la stabilité de cette transition. Et c'est Charles Edelstein, son fidèle bras droit, qui garde les commandes de Dassault Aviation jusqu'en janvier 2025. Sur le papier, tout est sous contrôle, mais une tension sous-jacente persiste dans la famille. Parmi les héritiers, Olivier Dassault s'impose comme une figure naturelle de continuité. Pilote comme son grand-père, député, homme d'influence, il joue le rôle d'unificateur dans une famille très divisée. Après la disparition de Serge, c'est lui qui tient les rênes, du moins symboliquement. Mais en 2021, tout bascule. Ce jour-là, Olivier monte à bord d'un hélicoptère en Normandie. Le vol se passe sans encombre, mais au moment de l'atterrissage, l'appareil se crache. Olivier décède sur le coup. Cet événement est un choc qui laisse la famille sans capitaine. Depuis sa disparition, les héritiers avancent en ordre dispersé. Aucun d'eux n'a suivi la voie de l'aéronautique. Ils ont hérité d'un empire, mais aucun n'incarne la vision industrielle de Marcel ou de Serge. Ce sont avant tout des administrateurs. Malgré ces fractures, le groupe Dassault reste un géant industriel. Ses activités se divisent en 6 branches. La holding familiale des Dassault, le groupe industriel Marcel Dassault, détient 2/3 de Dassault Aviation. L'entreprise génère plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Côté en bourse, Dassault Aviation est considéré par certains comme une anomalie. Pourquoi ? Car la valeur du cash de Dassault d'un côté et sa participation dans Thales, 27%, est supérieure à sa valeur boursière actuelle. Autrement dit, selon le marché, le business de la vente d'avions ne vaut absolument rien. C'est une anomalie qui intrigue des analystes qui y voient une opportunité en or. Dassault Aviation a un carnet de commandes de plus de 40 milliards d'euros, ce qui lui assure des années de production garanties, même sans nouvelles commandes. Mais Dassault Aviation n'est qu'une partie de l'empire familial. Ils sont également les leaders dans les logiciels avec Dassault Systèmes qui est également coté en bourse. Et comme tout bon milliardaire, les Dassault possèdent leurs médias, le groupe Figaro, l'un des plus grands groupes de presse français. Mais Dassault, c'est aussi l'immobilier. À travers la société immobilière Dassault, ils gèrent plus de 40 000 m² de biens prestigieux à Paris. Ils sont également présents dans le vin avec Dassault Wine Estates et dans les ventes aux enchères avec Art Curial. Vous l'aurez compris, Dassault, c'est un empire colossal qui pèse 32 milliards d'euros, ce qui fait de la famille Dassault la 6e plus grande fortune française. En un siècle, Dassault est devenu bien plus qu'un constructeur d'avions. Mais aujourd'hui, une question demeure. Quel avenir pour le groupe Dassault ? Avec une nouvelle génération aux commandes, sans figure centrale comme Marcel ou Serge, quelle direction prendra cet empire ? Sera-t-il resté un leader mondial de l'aéronautique ou se transformera-t-il en simple holding familial ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et si cette histoire vous a plu, je vous laisse avec l'histoire d'une autre grande famille encore plus influente. Leur nom est légendaire, alors voici l'histoire de la famille Rothschild.